Alors, pour rebondir là, ce que tu évoques, c'est de la sobriété libre et pas imposée. Alors, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, se faire mal ou pas se faire mal, on a tous évoqué le Shift Project. Je ne l'incarne pas, je ne cite pas qui que ce soit par rapport à ça, mais le Shift Project a d'une part une partie de réalisme et d'autre part une logique de décroissance. On a vu l'impact de la décroissance sur la crise agricole récemment par la réglementation européenne verte. Donc, faut-il se faire mal à ce point? Faut-il détruire ou déstabiliser notre agriculture pour aboutir à une sobriété, c'est-à-dire en gros l'imposer, réglementer pour ça, ou faut-il avoir une approche plutôt systémique qui peut induire, par la liberté, est-ce que des gens choisissent plutôt de monter sur leur vélo plutôt que de faire monter dans la voiture, mais, et puis des sujets technologiques. Alors quel est votre point de vue, Pierre-Olivier? Ça ne va pas te surprendre, je suis un homme libéral et donc je pense qu'il faut faire confiance, aux agents économiques, en particulier dans les chefs d'entreprise, à qui il faut donner les outils d'une croissance. Et partons de reprendre ce slogan très politique, mais il faut libérer la croissance en restreignant les normes qui sont gigantesques aujourd'hui et en abaissant le coût du travail pour nous permettre de produire une croissance efficace pour financer la transition climatique, en fait. Donc, je crois que la décroissance, d'une part, c'est un mensonge idéologique, et d'autre part, c'est une impasse économique et financière, en fait, pour notre pays et pour notre continent, encore une fois. Donc, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Alors, effectivement, dans le Shift ou dans ses écrits, Jean-Marc Jancovici, soit entre les lignes, soit très clairement exprime le besoin d'une sobriété dans notre consommation et le quotidien. Nous, chef d'entreprise, moi, acteur engagé au MEDEF notamment, je dis qu'aujourd'hui, tous les patrons que je rencontre, et même toi, Luc, vous êtes pour l'idée d'une croissance responsable, c'est-à-dire pour une capacité à aller voir comment ça supply respecte la question environnementale, comment est-ce que tu peux équiper ton parc automobile en électrique en favorisant si possible des modèles français fabriqués en Europe. Comment moi, dans ma boutique, je fais en sorte de ne pas acheter des produits chinois, mais plutôt fabriqués pas loin de la France. Et comment est-ce que, encore une fois, j'installe par exemple des ombrières plutôt que des climatiseurs à l'extérieur de mon musée, quoi. En fait, ce genre de choses, toutes et tous, j'ai l'impression, je ressens vraiment assez profondément que peut-être par force, mais tout le monde est acquis à ce projet-là, à cette cause-là, d'une manière désormais sincère et volontaire. Les climato-sceptiques, aujourd'hui, pour moi, ils sont quantité négligeable. Et ils sont comparables au Moyen-Âge ou encore avant à ceux qui considéraient que la Terre était plate. On n'est pas loin de là, en fait, je pense, dans ma pensée. En revanche, la croissance doit être possible, est absolument indispensable. Et donc, il faut qu'elle soit libérée, qu'elle soit déchargée de ce coût du travail gigantesque. Je ne dis pas du tout qu'il faille toucher aux salaires minimaux, etc. Mais les charges sociales et patronales sont encore beaucoup trop grandes. Les impôts de production sont gigantesques aussi, notamment en France par rapport à l'Allemagne. Donc, il faut qu'on soit à nouveau compétitif pour produire une croissance qui, elle, sera efficace pour aller vers un monde beaucoup plus durable et responsable. Je prends, pour exemple, on a chiffré aujourd'hui au MEDEF, nous, avec des organismes d'économistes connus, reconnus, à près de 70 milliards d'euros par an, le volume d'investissement nécessaire pour produire plus sobre, si je puis dire. Et donc, pour faire ça, ça représente à peu près 12% d'EBITDA moyen pour les entreprises. Donc, ça veut dire que ça va flinguer d'autant nos EBITDA dans les années qui viennent, au moins jusqu'à 2030. Et pour que ce nouvel EBITDA arrive, on n'a pas d'autre choix que d'être compétitif. Je veux dire, l'équation, pour le coup, est terriblement simple. Voilà. Alors, Thomas. Oui, effectivement, vaste sujet. Alors déjà, sur la sobriété, dans la pensée de Jean-Marc Jancovici, la sobriété, elle est choisie. Quand ça nous est imposé, c'est justement ce qu'il appelle la pauvreté, quoi. Donc, la pauvreté, c'est quand ça nous est imposé, quand les restrictions nous sont imposées, quand on les choisit, c'est la sobriété. Donc,
Est-ce que ça peut être un modèle? Effectivement, moi, ça peut avoir du bon pour, en attendant que cette révolution technologique mature, mais ce serait trop destructeur de niveau de vie pour une grande partie de l'humanité. Donc, ça peut pas être pour moi un programme. Et alors après, pour ce qui est de, par exemple, le cas d'agriculture. Alors l'agriculture, c'est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Et donc forcément, elle va devoir évoluer cette agriculture. Sinon, on va continuer dans le mur. Donc il y a forcément des sacrifices à faire. Mais là, c'est là où il faut regarder un peu plus dans le détail. Donc, par exemple, alors il y a le sujet des pesticides, des engrais. Et les engrais, ça nous amène aussi à un débat avec ceux qui sont un peu les apôtres par exemple du bio, où j'ai souvent des discussions avec notamment des shifters, etc., qui me disent non, les engrais, c'est pas bien, le bio. Mais en fait, il y a beaucoup d'incompréhension sur ces sujets. Aujourd'hui, si on n'utilise pas d'engrais, on ne peut pas nourrir toute la planète, c'est impossible. On est obligé d'utiliser des engrais pour nourrir toute la planète. C'est imparable. Après, alors il y a le sujet, est-ce qu'on utilise des engrais de synthèse ou est-ce qu'on utilise des engrais naturels? Mais pour faire du bio, il faut utiliser des engrais naturels. Mais en réalité, les études montrent que les engrais naturels, en fait, polluent plus, par exemple, les rivières et les lacs que les engrais de synthèse. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le bio utilise quand même de l'engrais, mais des engrais naturels, comme du purin, et en fait, ça pollue plus les nappes phréatiques que les engrais de synthèse. Donc, le choix de faire du bio, c'est aussi bien souvent le choix de faire de l'agriculture qui est beaucoup moins intensive, mais ça veut dire qu'en fait, le rendement par hectare est bien plus faible. Ça veut dire qu'il faut, si on voulait nourrir, c'est un peu un caprice d'enfant gâté, parce que s'il fallait nourrir toute l'humanité avec, on va dire, du bio, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre en culture bien plus de terres, et il n'y en aurait même pas assez de terres vivrières, de terres agricoles dans le monde. Donc ce serait une catastrophe pour la biodiversité. Alors que l'agriculture intensive, effectivement, là où on cultive, ça va impacter la biodiversité, mais on a besoin de bien moins d'hectares. Donc on ne peut pas se passer de l'engrais déjà, ça n'a pas de sens. Alors après, le problème, une des raisons pour lesquelles l'agriculture, 25% des émissions de gaz à effet de serre, et une bonne raison pour ça, c'est les engrais qui sont très énergivores à produire, et comme l'énergie est encore très largement carbonée, donc c'est la raison pour laquelle ça pollue. Mais aujourd'hui, beaucoup d'engrais est mal utilisé. Il y a des endroits où on n'utilise pas assez, comme en Afrique, ils ont des rendements vraiment ridicules et c'est catastrophique. Et il y a des endroits où on utilise trop, parce qu'on ne sait pas le doser. Mais ça, encore une fois, avec les progrès en imagerie satellite, en IA, en moyens de communication, bientôt n'importe quel fermier va savoir exactement comment saupoudrer vraiment à la perfection l'engrais au bon endroit au bon moment. Donc on va limiter énormément la quantité nécessaire d'engrais. En fait, d'ailleurs, ça n'a fait que baisser en Europe, à vrai dire, depuis des décennies. Et on va aussi, par exemple, avec l'utilisation de certaines technologies comme le biochar, c'est un peu le charbon de bois dans les sols, ça joue le rôle d'éponge qui retient un peu les engrais. On a même maintenant des microbes qui sont capables de fixer en fait l'azote qui est dans l'atmosphère, et des microbes qui s'accrochent aux racines des cultures et qui après, en symbiose avec les racines des cultures, viennent fournir des molécules azotées qui sont exploitables, des nitrates pour les plantes. Donc on envisage même à terme de se passer d'engrais, parce qu'en fait on va utiliser ce genre de microbes, mais qui sont le résultat d'avancées en biotechnologie. Donc encore une fois, c'est le progrès, c'est l'innovation qui va nous sortir de là. Après, il y a aussi un sujet, c'est sur la consommation de viande. Alors ça, en France, c'est un vrai sujet, parce que nous, c'est un peu notre fierté aussi. Mais le bœuf, c'est une catastrophe. Déjà, je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il ne s'agit pas de devenir végétarien nécessairement. Mais quelqu'un qui mange du bœuf et qui en mange moins et qui mange un peu plus de poulet, en fait, fait beaucoup plus de bien à la planète que quelqu'un qui mangeait que du poulet et qui devient végétarien. Déjà, c'est vraiment une gradation, quoi. Donc, manger un peu moins de bœuf, ça, bon, moi, c'est personnellement quelque chose que je prêche. En plus, la viande rouge, c'est pas très bon pour la santé. Donc, il ne s'agit pas d'arrêter d'en manger, mais en manger moins. En fait, en manger beaucoup moins, ça ce serait, on peut appeler ça une forme de sobriété. Mais là, ça peut aider à encaisser on va dire le choc, le temps que ces révolutions maturent. Mais à terme, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est comme le disait Pierre-Olivier, c'est laborieux, c'est difficile, ça relève vraiment du sacrifice, c'est douloureux aujourd'hui de vraiment faire ces efforts pour les producteurs, pour les entrepreneurs, etc. Mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'en fait, il y a quand même une machine qui est lancée, qui est inarrêtable. Et c'est que quoi qu'il arrive, tout ce qui va pouvoir être électrifié va l'être. Donc tout le transport terrestre va être électrifié. Tout le chauffage va vraisemblablement être électrifié. Parce que par exemple, vous prenez une pompe à chaleur, vous avez une unité d'électricité. La pompe à chaleur va délivrer 3 unités de chaleur.
c'est un rendement de x3. C'est même pas un rendement moins de 100%, c'est un rendement x3. Vous imaginez? Alors que le chauffage avec, par exemple, du gaz, vous avez une unité, par exemple, je sais pas moi, d'électricité pour faire. Enfin, vous prenez une unité d'énergie au départ, vous allez en perdre la moitié en fait qui va pas être exploitée comme on le veut sous forme de chaleur in fine. Donc en fait, pour une même unité d'énergie au départ, les pompes à chaleur sont 6 fois plus efficaces derrière. Donc c'est évident que tout ça va être électrifié. Donc tout ce qui est transport terrestre, chauffage, tout ça va être électrifié. Il y a assez de matériaux, les études le montrent, il y a assez de minéraux, il y a assez de lithium, il y a assez de métaux pour justement cette transition. Les panneaux solaires, leur prix chute continuellement. Donc panneaux solaires couplés à des batteries, ça va permettre de subvenir à tous les besoins énergétiques possibles et imaginables, avec un peu de nucléaire, pourquoi pas, mais en fait, même en surconstruisant le solaire et les batteries, et on aura les matériaux pour, in fine, on pourra même gérer les pics de demande, on va s'en sortir. Parce que, encore une fois, on assiste à une chute du coût de ces batteries, de ces panneaux solaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on les déploie, plus on acquiert de l'expérience, plus il y a des économies d'échelle, plus on arrive à les optimiser. Donc, c'est une loi un peu dans l'industrie. À chaque doublement du parc total installé, le coût chute d'un pourcentage un peu constant. C'est incroyable, c'est ce qu'on constate pour ce qui est produit en masse. Et donc, ça opère à la fois pour les panneaux solaires, pour les batteries. Et quand on coupe ces deux-là ensemble, on voit que la génération d'électricité, même avec le problème de l'intermittence, ça va se gérer. Donc en fait, à moyen long terme, d'ici à 2050, tout ça va se solutionner. Pour les usages comme l'aviation et le shipping, on pourra même produire des carburants de synthèse qui seront neutres en carbone, puisqu'on prendra le CO2 de l'atmosphère. Voilà. Ce qui est douloureux, en fait, ça va être la période entre-temps. On ne va pas encore y être. On y va, c'est sûr, c'est inarrêtable. Mais ça va être douloureux entre-temps. Et la question, c'est quels sont les acteurs qui vont accoucher de ces solutions et qui vont en profiter d'un point de vue économique. Donc là, la réglementation a son rôle à jouer pour orienter justement l'initiative privée. Donc c'est là où on ne peut pas opposer l'innovation et la production à la régulation. La régulation, c'est un peu un tuteur qui va guider le lierre dans une certaine direction. Donc, je n'oppose pas du tout les deux. J'essaye de résumer là justement ce que tu viens de dire et que tu as décliné là dans les différentes vidéos qu'on a diffusées. C'est baisse du coût du photovoltaïque jusqu'à un point où véritablement on va pouvoir ne produire qu'avec ça, de l'électricité. De cette électricité, on l'utilise pour produire des carburants de synthèse comme le méthane, etc. Voilà un peu le schéma de ce que tu résumes. Alors maintenant, et tu évoquais aussi qu'il y a des startups aux États-Unis donc qui développent des outils très simples d'ailleurs de production de méthane, si je ne me trompe pas.